Euh, oui, donc aujourd'hui, l'idée, c'était de vous présenter les résultats de la vache heureuse. Ça fait plus de 10 ans maintenant que la vache heureuse construit avec les éleveurs des systèmes autonomes en protéines. Euh, et donc, l'année dernière, a commencé un travail sur les résultats dans un échantillon de ferme, donc souvent les plus anciennes, pour voir un petit peu d'où ils partaient, comment ils ont fait pour mettre en œuvre cette autonomie en protéines dans les fermes. Souvent, ça a été aussi couplé avec, on va le voir, un travail sur les cultures, l'agriculture de conservation, le semi-direct, qui, qui a été mis en place en même temps. Euh, et puis, aujourd'hui, où ils en sont, où ils sont arrivés, quel est leur système, quels sont leurs résultats. Donc, ça a été un travail très intéressant. Euh, on a pu étudier ça sous différents aspects, les résultats. Euh, Nutrition, santé, économie, environnement, gaz à effet de serre, carbone. Donc, voilà. L'autonomie en protéines, c'est d'autant plus important aujourd'hui que les tourteaux sont quand même de plus en plus chers. Les disponibilités parfois se font rares en tourteaux non OGM, en tourteaux bio. C'est compliqué. Donc, les solutions de la vache heureuse permettent à énormément d'éleveurs de se passer complètement des tourteaux tout en maintenant des niveaux de production très élevés. Donc, voilà, je vais te laisser, Conrad, poursuivre avec ta présentation. Euh, je pense que tu vas faire un petit historique un petit peu de la vache heureuse et puis nous présenter tout ça. Bien. Je te remercie, Gauthier. Ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est le travail que tu avais engagé dans ton mémoire d'ingénieur au sein de la Vache Heureuse. Et on a éprouvé avec Anton, qui est mon partenaire, et Angela, qui est la directrice, Anton Zidler, comment dire, de faire un petit peu un point parce qu'on voit bien que le dossier fonctionne et on voulait y mettre quelques chiffres dessus. Alors, pour vous donner un ordre d'idée des contacts que j'ai eus au SPACE, notamment hier, il se prépare une crise énorme dans l'élevage des ruminants, puisque c'est ce qui nous concerne aujourd'hui. En gros, si on prend un standard breton aujourd'hui, allez, qui est presque partout en place, 100 vaches, allez, sur 120 hectares à peu près, eh bien, l'augmentation du prix du concentré et du tourteau va coûter 40 000 euros en plus en trésorerie dans les fermes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, comme le prix du lait n'augmente pas, ça va pas très bien et qu'à un moment donné, quand les tas de maïs seront finis, à la fin de la saison de maïs, c'est-à-dire au mois d'avril, eh bien, les agriculteurs auront perdu plus 40 000 euros. Donc, ça inquiète énormément un certain nombre de techniciens, absolument pas les dirigeants des entreprises, des coopératives ou des politiques. Et on pourrait avoir, à la sortie de cet épisode de spéculation intense, une vraie catastrophe, c'est-à-dire une faillite généralisée de la moitié de l'élevage des ruminants. Donc, notamment les bovins sont concernés dans la première ligne parce qu'ils utilisent relativement beaucoup de concentré, mais on peut penser aussi aux brebis du Laconne ou autres qui sont très dépendants aujourd'hui d'un système d'approvisionnement hors sol. Donc, on se rend compte qu'il va y avoir une crise qui va durablement impacter l'ensemble de l'économie. Donc, si on aurait voulu détruire l'élevage, on s'y serait pas mieux pris en termes d'ingénierie de développement. Donc, l'idée, c'était de vous dire, n'ayez pas peur. Tout ce qui va se passer, c'est résolu par l'autonomie en protéines. Et la vache heureuse, elle est capable de vous envoyer tout un tas d'éléments
qui vont vous permettre de garder vos 40 000 euros. Alors, si on démarre, la vache heureuse, elle a démarré en fait avec la grande crise du lait, la crise de l'appli, des éleveurs en difficulté déjà en 2009-2010, et c'était déjà après la première grande crise spéculative sur le soja. C'est-à-dire, tout le monde se rappelle de 2007-2008. C'est la première flambée sur le marché mondial des céréales. Il y avait eu les émeutes de la faim, etc. Et donc, ça s'est traduit par un soja à 500 € tonne. Alors aujourd'hui, on a dépassé ce seuil-là, puisque le soja non OGM, pour les gens qui jouent au non OGM et à laver plus blanc que blanc et à la course à l'échalote des cahiers des charges, aujourd'hui, le soja non OGM, il est à plus de 700 € la tonne. Et pas en bio, hein, en conventionnel. Donc on est très, très, très inquiet de la dérive que prennent tous les systèmes de production. Donc, du coup, ces éleveurs en difficulté, ben, ils vont avoir quelques petits soucis. Et puis, on va commencer à réfléchir avec eux sur, pour les volontaires, hein, c'est toujours des pionniers qui se collent à la résolution des problèmes de toute façon. Donc, on va commencer à réfléchir sur des thématiques des éleveurs en difficulté, des sols en très, très grande déshérence. On va appeler ça des sols malades avec de l'érosion partout, de l'insolation partout, de la battance partout. C'est une véritable catastrophe et personne ne voit que cette catastrophe agricole, elle est en train de détruire l'agriculture grâce au conseil agronomique de l'INRA, des institutions. Personne n'est dans le coup. C'est vraiment catastrophique. Et donc, du coup, les agriculteurs se sont mis à regarder ailleurs et en fait, on voit que énormément de solutions arrivent. Alors, les photos, elles parlent d'elles-mêmes, hein. C'est la biologie du sol qui va nous résoudre des problèmes de fertilité. On va rajouter des arbres et des haies avec de l'agroforesterie qu'il faudra encore développer et maîtriser. Et puis toutes les techniques de conservation du sol qui sont nées aux États-Unis, au Brésil, développées par Lucien Segui, arrivent sur la place. Et ça, c'est méga ignoré par les institutionnels. Donc on est face à un bug, je dirais, mais c'est le bug du 21e siècle, n'ayez pas peur. Nous sommes en train de changer de siècle et tout ce qui s'est fait au 20e, il va falloir l'oublier, c'est-à-dire c'était nécessaire à ce moment-là, mais aujourd'hui, il faudra faire beaucoup mieux que toutes les bêtises du 20e siècle. Donc, ça y est, c'est là, les solutions arrivent et les agriculteurs vont réaliser un projet, mais qui dure depuis plus de 25 ans en France. C'est-à-dire que autour de la conservation des sols, il y a une idée maîtresse qui apparaît, c'est je vais copier le fonctionnement de la nature pour faire de l'agriculture. Voilà. Et donc, c'est sur cette idée que va se construire la vache heureuse. Alors la vache heureuse, pour ceux qui me connaissent, je radote là-dessus, mais en fait, on s'est doté d'un modèle. La nature, c'est l'écosystème et l'écosystème, il tourne sur un cycle. Je produis de la biomasse qui me capte du CO2. Voilà. Et ce CO2, en fait, il va permettre de faire une très grosse biomasse végétale. C'est la production primaire des écosystèmes, hein, peu importe que ce soit une plante cultivée ou une autre, qui va être utilisée par nos animaux, pour nous éleveurs, et tous les déchets des plantes et des animaux reviennent au sol, où le sol apparaît avec ses vers de terre, ses carabes, ses champignons, ses bactéries et tout le reste, ses mycorhizes. C'est une super unité de recyclage, et parce que le sol recycle tout, ben, les plantes ne manquent jamais de rien, hein. Et donc, on a là face à nous le cycle de durabilité de l'écosystème, qui est le seul modèle qui fonctionne durablement sur la Terre. C'est-à-dire, ça recycle de l'eau, ça recycle du carbone, qui est une matière rare, hein. Il n'y a pas de CO2 dans l'air, 0,04% aujourd'hui avec l'ère industrielle. Il y en avait un petit peu moins avant, ça veut dire que c'était 0,03% de CO2 dans la masse de l'atmosphère. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de CO2 dans l'air, hein. Donc, il ne faut pas se faire peur avec le CO2 parce que c'est la première
C'est la première ressource d'une plante et on se rend compte qu'avec presque pas de CO2 dans l'atmosphère, les plantes font tout sur la Terre. S'il n'y a pas de plantes, il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas d'écosystème, il n'y a pas de biosphère, il n'y a pas la Terre. La Terre ressemblerait à la Lune ou à Mars, hein. Donc, il faut vraiment qu'on soit conscient de ça et en fait, on se rend compte que tout le monde, alors que ce soit nos chercheurs, nos institutionnels, nos politiques internationales, sont en train de passer à côté de ça. Alors ça se voit notamment dans les affaires du GIEC, hein. Mais on en reparlera, il se prépare une catastrophe. Mais c'est normal, c'est la fin des erreurs du XXe siècle. À mon avis, ça ne pourra se terminer que dans une catastrophe intellectuelle majeure. Donc, on travaille sur ce modèle-là et ça nous va bien puisque nous, paysans, on va se retrouver à manager ce cycle naturel. Et ça, c'est intéressant parce qu'on peut faire beaucoup de choses, soit dans la production végétale, soit dans l'utilisation du végétal, soit dans son recyclage des déchets des végétaux et des animaux. Et si vous faites tourner cette machine-là, ben, vous avez un gros, gros potentiel qui arrive que la nature nous offre. Alors pour continuer sur la vache heureuse, bah, c'est pas très compliqué. La vache heureuse va se doter d'un projet. Elle est née dans les années, 2012-2013, et donc c'est une démarche de progrès qui va être mise en place et donc cet écosystème, je peux le projeter sur un plan très simplement. C'est-à-dire, je me dis: «Mais qu'est-ce qui est utile dans la nature?» Et beh, la nature, c'est le végétal. Donc il y a de plus en plus de végétal. Donc ça me donne mon axe, vertical. J'ai pas de végétaux du tout, c'est-à-dire je travaille le sol, il est nu et c'est la grosse galère. Voilà, j'ai besoin d'outils, d'intrants et cetera et puis j'ai de plus en plus de végétal et on se rend compte que dans la nature, plus il y a de végétaux, plus ça pousse tout seul. Voilà, c'est un vrai paradoxe dans ce système-là. Pas de végétal, il y a rien qui pousse, plus je mets de végétaux, plus ça pousse tout seul. Donc ce côté-là de l'écosystème nous a intéressés beaucoup. Comment se fait-il que les plantes poussent toutes seules quand il n'y a pas de paysans dans un champ, en gros, hein? Et on le sait que les mauvaises herbes, elles nous le rappellent tous les jours. Et de l'autre côté, ben, on s'est dit: «Mais le sol, il est toujours couvert et jamais perturbé», c'est l'axe horizontal et on peut déterminer l'agriculture. C'est une perturbation intense des sols où il y a très peu de biodiversité. On nous reproche, nous, agriculteurs, de détruire les oiseaux, le machin et cetera. On est responsable de tous les problèmes environnementaux. Oui, c'est vrai, c'est parce que le sol est perturbé en permanence, nous détruisons la biodiversité et leurs habitats parce que le travail du sol est intensif. Et de l'autre côté, la nature, elle nous dit que ben, moins il y a de travail du sol, mieux ça pousse et plus il y a de biodiversité. C'est-à-dire, c'est des systèmes non perturbés, mais où le sol n'est jamais réellement perturbé. Et donc, on a décidé de prendre une méthode de travail. C'est une démarche de progrès. Je vais partir du sol travaillé et nu et je vais le couvrir de plus en plus pour avoir une agriculture écosystémique qui s'appelle en fait l'agroécologie. Et donc tout commence avec des couvertures végétales, des dérobés, et cetera. On continue à faire des cultures, plus des intercultures très productives, jusqu'à arriver à des systèmes de double culture que la vache heureuse incube actuellement, notamment avec des métailles et des plantes relais, et cetera. Et vous pouvez rajouter des arbres partout où vous voulez. C'est-à-dire un arbre, il a sa place dès qu'il ne vous embête pas dans les parcelles. Et donc, on peut les mettre au milieu des champs. C'est organisé par multiples d'outils, et cetera. On peut refaire les haies, les bosquets, les petits bois, et cetera. Donc, on se rend compte que le potentiel de cette démarche de progrès peut être énorme. Donc, on va travailler là-dessus et on va commencer à proposer une démarche d'autonomie en protéines pour les éleveurs. Alors la vache heureuse, elle est officiellement fondée en 2014, avec Anton et Angela Zidler. Angela, c'est la fille d'Anton Zidler, qui est un agriculteur qui vient de Suisse. Moi-même, je suis partenaire de cette démarche et puis, ben, vous voyez avec mon nom, je suis plutôt d'origine germanique. On travaille avec les agriculteurs sur l'autonomie.
On a une stratégie qui s'appelle LVH Connect, qui est un abonnement dématérialisé, téléphone, mail, pour faire halte au feu rapide avec les agriculteurs. Et ensuite, on aura aussi des prestations par visite, mais elles sont sur devis et sur demande. Et finalement, on se rend compte que quand on va travailler cette autonomie en protéines, il va y avoir une amélioration du bien-être des animaux, une amélioration des marges, des gains environnementaux importants puisque, on commence à comprendre que les vaches ou les ruminants en règle générale ne produisent jamais de GES et qu'il va y avoir un trou dans la raquette. Donc, ce débat-là, je vais vous en présenter les résultats et puis le problème de l'autonomie en protéines, c'est que, il a fallu avoir une base, de réflexion correcte. On savait déjà avec Anton, que j'ai rencontré dans l'association BASE, Bretagne Agriculture, Sol et Environnement, qui s'appelle Biodiversité, Agriculture, Sol et Environnement aujourd'hui, en fait que, à partir des années 2005, les Brésiliens étaient passés nous voir, dans nos projets de conservation des sols. Eux faisaient déjà du semi-direct avec Lucien Segui. Ils vendaient du soja et ils nous disaient: «Ouh là là, le soja va être cher, combien de millions de tonnes vous contractualisez pour 20 ans?» Et puis, ben, nous, on n'était pas en capacité, pauvres associatifs, de contractualiser peut-être 100 millions de tonnes, alors qu'on aurait dû le faire, on aurait été milliardaires aujourd'hui. Eh bien, le soja, en fait, il nous disait que les Chinois allaient préempter, acheter, allez, ils ne savaient pas, 20, 30, peut-être 40 du soja mondial. C'est ce qui s'est passé en 2020 avec la crise du covid. Septembre 2020, les Chinois reviennent sur le marché mondial du soja. Ils en achètent 40 de toute la production et tout d'un coup, le soja, il passe de 350 € la tonne à 600. Bam, et puis l'affaire est réglée. Donc, on se dit: «Ouh là là, ça va chauffer» et donc qu'est-ce que c'est que du soja? Ben du soja, c'est un truc un petit peu simpliste, hein. C'est 1 400 kilos de MAT à l'hectare pour un soja qui fait 40 quintaux et c'est 5 200 UF. Et quand on part de ce postulat-là, si je veux produire ma propre protéine, je dois battre l'étalon hors soja, qui est la dérobée des Brésiliens. Hein, donc, ils ont déjà fait une culture auparavant. Donc, je dois m'accrocher parce que maintenant, la concurrence est rude. C'est-à-dire que le soja brésilien, c'est leur dérobée. Et là, on est un petit peu mal parce qu'on a regardé des choses qu'on savait faire. Tiens, un petit ensilage de RGI à 6 tonnes. Eh ben, le petit ensilage de RGI à 6 tonnes, en dérobé, beh, il nous, faisait que 720 kilos de MAT. Autant dire qu'on était nuls, c'est la moitié d'un soja et pour même pas les UF d'un soja. Donc, globalement, notre dérobée Reira, elle apparaît tout de suite comme archi nulle. Et on a testé d'autres plantes, hein, les protéagineux graines, les févroles graines et tout ce qu'on pouvait produire en graines, du lupin et du machin. Vous oubliez, vous dépassez pas les 800 kilos de MAT, donc vous n'arrivez pas à la cheville du soja. Donc, analyse de situation très simple, nos rairas dérobés ne valent plus rien et nos graines, que tous les projets officiels d'autonomie en protéines, l'UNIP, le Cetium, tout le monde veut qu'on produise des graines de protéagineux, ça vaut rien du tout. C'est-à-dire que produire des graines de protéagineux, c'est juste la ruine. Et donc ça nous saute à la figure, cette affaire-là, et puis on se dit: «Tiens, mais si on allait voir du côté des fourrages?» Eh bien, du côté des fourrages, grosse surprise, avec, les agriculteurs, on avait commencé à faire des luzernes, des trèfles violets, des systèmes mélangés à base de légumineuses et on faisait des sursemis de métayes dans ces systèmes-là. C'est-à-dire que tous les automnes, là, maintenant, après la récolte, hop, un métail, fourragé là-dedans et on arrivait à des 15 tonnes de matière sèche avec un bon plan de fertilisation de ce système-là. Autant vous dire qu'on envoie aller 40 tonnes de fumier, 30 minimum, et 60 cubes de lisier, hein, et avec des oligos et du soufre en plus et là, vous avez 15 tonnes qui tombent et vous êtes un petit peu surpris de la performance
et on se rend compte que ce fourrage-là, très productif, il produit 2 700 kilos de MAT à l'hectare, c'est-à-dire vous avez quasi le double d'auparavant. Enfin, vous avez 1 000 kilos de MAT en plus que le soja. Et là, vous êtes super content, vous dites: «Ah bon, allez, ça c'est bon, on tient le bon bout», c'est-à-dire on fait 3 fois mieux qu'un Reira, on pourrait être en culture principale assolée et ça envoie et des UF et de la MAT. Et finalement, ça nous a donné la possibilité de réfléchir à la double culture, un bétail très riche en légumineuses. C'est ce qu'on fait actuellement à la vache heureuse, hein. C'est, des févroles, des pois, des vesses, et un petit peu d'avoine parce que c'est la meilleure céréale fourragère, des trèfles mélangés au pied, et on se rend compte qu'avec une double culture métail de légumineuses qu'on peut amener à 8 tonnes correctement aujourd'hui, s'il n'y a pas de sécheresse, hein. C'est-à-dire que ces systèmes de double culture ne s'adressent qu'à des situations où je peux irriguer ou alors j'ai encore de la pluie océanique. En fait, on se rend compte que globalement, cette double culture, 8 tonnes de matière sèche de métail plus 8 tonnes de maïs grain épi qu'on va faire derrière, ça vous fait, quasi 2 000 kilos de MAT pour 15 000 UF. Et là, il est apparu des espèces de Rolls-Royce qui étaient conformes à notre modèle. C'est-à-dire que, globalement, on peut aller du couvert végétal, c'est-à-dire la dérobée, du RGI, vers la double culture productive, et cetera. Donc là, on était assez intéressant, on tenait un fil rouge intéressant. Et on va travailler sur ce fil rouge pour construire l'autonomie en protéines, et finalement, on utilise quoi? On utilise tous les fourrages verts que l'on pourrait produire sur une ferme, c'est-à-dire il a fallu s'adapter à toutes les situations pédoclimatiques de France. Chez certains, c'est les prairies, donc elles sont devenues multi-espèces obligatoires, et on a des plans de fertilisation pour tenir les trèfles, et cetera, sur la durée. On a nos métayles, nos super métayles de protéagineux et de trèfle mélangés qui marchent bien, et aussi toutes les formules à base de luzerne, de trèfle. Aujourd'hui, on voit apparaître une nouvelle plante, qui se développe sur certaines zones calcaires et qui est le sainfoin, qui pourrait être super bien utilisé dans ces stratégies, de sursemis et d'alimentation. Et après, tout va être utilisable pareil dans la valorisation, de l'ensilage, de l'enrubanage, du foin séché en grange pour ceux qui ont encore ces technologies-là, ou du pâturage tout simplement quand c'est possible dans les fermes. Parce que quand les troupeaux sont arrivés à 100 vaches et qu'on a une ferme complètement fragmentée par le mitage des voisins, des routes, et cetera. Le pâturage, c'est juste pas toujours un bon projet, hein. Alors là, on s'est débarrassé complètement des bêtises parisiennes et des systèmes environnementaux qui nous disent: «Il faut que ça pâture à tout prix, si ça pâture pas, c'est pas clean». Non, je peux pâturer, j'y vais si c'est possible, mais si c'est des chemins et des tas de boue en permanence, c'est même pas la peine de commencer. Et globalement, en fait, on cale le meilleur système possible, vers, l'utilisation de ces fourrages, c'est-à-dire on s'adapte, aux problèmes local, social, structurel de l'agriculteur, hein. Et donc on a commencé à balayer, les idéologies parisiennes parce qu'on en a ras-le-bol de ce truc-là. Donc du coup, quand on a des fourrages verts, il a fallu faire du lait. Et là, on est allé de surprise en surprise, et donc on a repris notre étalon or maïs-soja et on l'a analysé correctement. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une ration à base de maïs et de soja? C'est pas très compliqué, c'est un truc à 80-20 à peu près. Je mets 80 de matière sèche de maïs dans un rumen, je rajoute 20 de matière sèche d'un soja, il me faut un petit peu de paille pour bricoler, et avec ça, je fais, au moins 8 500 litres de lait, voire 10 000 avec un petit peu de VL, mais on reste complètement dans ce, raisonnement-là. Le problème, actuel, on le sait bien, la MAT correcteur, ça va être, allez, 70-80, peut-être même 90 du coût alimentaire total des rations qui arrivent cet automne. Donc là, je vous garantis qu'il n'y a plus aucune marge économique possible dans un élevage.
On a optimisé le maïs. Il n'y a plus de gain possible puisque il n'y a que le rendement qui nous permet de baisser les coûts. Le rendement est devenu aléatoire sur le maïs à cause de la sécheresse et de l'inflation permanente des coûts de production où, sans vergogne, les gens de la pro, que ce soit des machinistes ou des vendeurs d'intrants, ils viennent tondre la laine sur le dos des paysans, hein. C'est sans vergogne, hein. Donc, là aussi, il faut que ça s'arrête et pour que ça s'arrête, c'était pas très compliqué. On va regarder ce que fait cette ration, maïs correcteur dans un rumen et dans un rumen de vache, maintenant c'est vrai pour tout, brebis, chèvres, tous les ruminants, vous pouvez les caler là-dedans, vache allaitante, taurillon à l'engraissement. Un rumen, pour qu'il fonctionne bien, eh bien, il doit avoir au moins 20 de cellulose brute et pour une chèvre, on va pouvoir monter à 22, pour une brebis laitière à 23. Voilà, on va se caler à peu près, mais 20, c'est un très bon standard pour commencer à travailler. Donc, une vache ou un ruminant, il peut valoriser n'importe quel fourrage à condition que son rumen soit bien alimenté sur des doses de produits très particuliers, cellulose brute, énergie, azote, et qu'on ait les bons ratios dans ce rumen. Donc vous faites 1 kilo de matière sèche égale dans un rumen pour que la bête produise. Il vous faut 20 de cellulose brute, il vous faut 0,94 UFL, voilà, et il vous faut entre 14 et 15 de protéines. Une chèvre, on va aller à 16 et une brebis laitière, on va aller à 17 parce qu'elle valorise de la protéine. Et donc, on est un petit peu là-dedans et on se dit: «Tiens, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire ce mélange équilibré pour faire 10 000 litres de lait avec d'autres fourrages?» Et en fait, c'est arrivé très facilement. Il vous suffit d'avoir, par exemple, de l'herbe. C'est un fourrage riche en cellulose brute et en matière azotée totale. Eh bien, maintenant, vous avez mis la cellulose brute dans le rumen, il vous faut mettre de l'énergie des UF, parce que souvent, nos fourrages verts, nos légumineuses, on sait que les luzernes n'ont pas beaucoup d'énergie, hein, c'est 0,7, 0,60, allez, 0,8 UF max. Et donc, du coup, cette faiblesse énergétique de nos fourrages verts, eh bien, hop, on les complète par des UF, de l'énergie qui vient des céréales. Et finalement, il faut mettre une fibre de haute technologie pour faire ruminer les animaux, parce qu'on a des fourrages très solubles qui peuvent arriver. C'est-à-dire, tout le monde connaît que une mauvaise mise à l'herbe, des vaches qui mangent beaucoup d'herbe au pâturage, elles ont la diarrhée, elles sont en acidose, elles ne valorisent pas les fourrages et elles pourraient en être malades. Donc, quand on parle de bien-être animal avec la mise à l'herbe et des vaches en diarrhée en permanence, tu ne peut que rigoler tellement les débats sont nuls. Ouais. Bon, hop, je coupe le téléphone et donc du coup dans le débat, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes capable de produire, sur une ferme beaucoup de fourrage vert et beaucoup de céréales in fine, puisque c'est là-dessus qu'on va travailler, eh bien, on va avoir, la possibilité d'avoir de très, très grosses marges de manœuvre au niveau, économique puisque l'agriculteur, il est très fort sur ses fourrages et en France, en règle générale, on sait beaucoup mieux cultiver, des céréales que des protéagineux, hein. Et donc, la ferme, elle pourra se réorganiser avec énormément de marge de manœuvre. Et c'est là-dessus que travaille la vache heureuse, hein, et c'est quelque chose qui n'est toujours pas compris par, nos chercheurs institutionnels. Alors on est inquiet, de l'ignorance de tous ces gens-là. Alors on a une autre marotte à la vache heureuse qui est l'importance de la fibre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fibre? Une fibre, on l'a appelée de haute technologie parce qu'on en a marre de nos nutritionnistes qui, eux aussi, ne comprennent rien. C'est-à-dire qu'une vache, c'est d'abord un ruminant et il faut développer les papilles du rumen pour que la carrière de l'animal se passe bien. Et tout au long de la carrière d'un animal qui produit du lait et de la viande, eh bien, il faut que ces papilles du rumen soient entretenues.
Donc on a été voir nos Canadiens. Les Canadiens, voilà, ils vous font des belles photos de rumen. Ici, vous avez une photo d'un estomac, de vache ou de génisse qui a été élevé uniquement au lait et on voit qu'il n'y a pas du tout de papilles, voilà, et dans les rumens en acidose, vous avez une disparition des papilles, hein, et donc pourquoi? Parce que justement, la vache, elle ne peut pas mettre en route sa rumination avec des fourrages trop tendres, hein. Un fourrage, on se rend compte que l'analyse chimique, ça vaut pas grand-chose au final. Alors, les Canadiens font des essais, ils nourrissent leurs génisses avec du lait et du grain, voilà les papilles qui arrivent et puis maintenant, ils donnent du foin dur, qui gratte bien avec du grain et du lait et là, vous avez les papilles qui arrivent et donc quand vous avez préparé une génisse correctement et que vous avez ce type de rumen pour une vache en production ici, voilà, ce avec, d énormément de papilles développées à l'intérieur, de la panse, eh bien, il faut entretenir ces papilles en fonctionnement et ça se fait avec des bois, des morceaux de bois qui doivent flotter dans la bouillie du rumen. Voilà, un produit qui ne retire pas le jus de la panse parce que vous allez mettre des fourrages humides, l'herbe par exemple. Quand vous la pâturez, c'est 15% de matière sèche, donc c'est 85% de liquide et que ce liquide-là, il va vous poser un problème, d'absorption, de transit, de rumination et vous allez être en acidose et donc la fibre de haute technologie, ici, on vous a mis une image de Miscanthus. C'est une fibre indigeste qui a zéro valeur alimentaire, mais qui a un grand, grand, grand intérêt puisque c'est cette fibre qui flotte dans le rumen, qui va en permanence exciter les papilles, donc faire ruminer l'animal et faire digérer mieux le fourrage ingéré. Autre grande caractéristique de cette fibre, c'est qu'au fur et à mesure que l'animal rumine réellement, il va y avoir quelque chose de particulier qui va se produire, eh bien, il va réduire ce morceau de bois, parce que c'est littéralement un morceau de bois, en fibres indigestes, mais qui ralentissent le transit, donc plus de diarrhée, et qui améliorent le temps de séjour dans les rumens, donc la digestion globale de votre produit, fourrage vert et céréales que vous avez mis dedans, hein. Et donc, on se rend compte qu'il y a plein de trous dans la raquette dans le développement et la vulgarisation. Donc, à la vache heureuse, on casse les pieds à nos adhérents là-dessus et on se rend compte que c'est sans doute le premier levier sur lequel on travaille. Peu importe le type de ration, on est toujours en acidose ou subacidose dans les élevages. Alors finalement, on va passer au résultat et puis un résultat, c'est sur la nutrition santé. Donc, on a commencé à utiliser, des diagnostics. Alors à l'époque, ça s'appelait Lactoscan. C'est Visiolé aujourd'hui et c'est la méthode de bleu blanc cœur. Et quand vous envoyez une analyse de lait dans, le scanner de lait, au laboratoire, je crois que tous les laboratoires de France se sont équipés de ça aujourd'hui. Vous pouvez mesurer, un certain nombre de paramètres qui vous donnent plein, plein, plein d'informations. Alors là, on a un agriculteur qui, en Dordogne, à l'époque, faisait 10 kilos de matière sèche de métail riche en légumineuses. On est à 16% de protéines. Donc, c'est des avoines, févroles, vesses et trèfles de Micheli, là, dans ce cas-là. On a encore 7 kilos de maïs en silage dans cette ration-là. Mais on aura aussi 4 kilos de maïs grain humide, 2,5 kg de drèche de la bière et 1 kilo de tourteau de colza pour finir la production laitière autour de 30 litres. Donc, dans cette ferme-là, depuis 4 ans, on travaille l'augmentation des fourrages verts riches en protéines. On fait un remplacement progressif du maïs en silage par du maïs grain ou du maïs épi. Et l'objectif, c'est de diminuer les achats d'aliments. Et donc, quand on prend un échantillon de lait avec le laitier, ben, on peut le passer dans le lactoscan. Alors, ça s'appelle, je crois, Visiolé aujourd'hui chez Bleu Blanc Cœur et ça vous donne des résultats. Donc voilà le résultat sur une année, avec l'analyse, des constituants du lait, ce modèle-là, ce scanner vous donne, eh bien, le niveau de performance énergétique de la ration et on se rend compte que
La performance énergétique, c'est le premier niveau ici. Ben, on va passer de 5,2. On estime que la valorisation énergétique des UF de la ration est correcte et au fur et à mesure de l'année, etc., une amélioration de la performance ruminale parce qu'on va ajuster ben, la complémentation tout simplement et on va faire mieux fonctionner ce rumen. Donc, on arrive dans la bonne valorisation quasi, on est au ras du verre. Et pareil, on sait que quand les bêtes ont des bonnes capacités ruminales et que ça fonctionne bien et qu'on valorise bien les produits et qu'on envoie des fourrages verts type luzerne, herbe ou métail là-dedans, on a beaucoup moins de production de méthane. Ça a été validé par les chercheurs, par l'INRA notamment, et puis dans le monde entier, c'est validé aussi. Et on se rend compte que ici, on peut faire une prédiction de perte de méthane par la rumination, c'est-à-dire que on n'est absolument pas dans des émissions fortes et on va commencer avec des émissions maîtrisées et on pourrait même être très minimisé, c'est ce qui se passe à la fin de l'année quand le calage de la ration s'améliore. Et donc, ici, on a une ferme qui nous montre que les émissions de méthane de la rumination ont baissé et le modèle pourrait nous donner la quantité à la baisse. Quand vous passez ici pour le méthane du rouge au vert, vous avez moins 15% d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, c'est un dossier qu'on travaille avec Bleu Blanc Cœur parce qu'aujourd'hui, on pourrait tester en routine. Donc ça va être une proposition qu'on va faire aux adhérents de la vache heureuse. Donc voilà le profil méthane tous les mois. Quand on fait un scanner sur le lait tous les mois, ben, on se rend compte qu'on était, allez, somme toute, pas très mauvais, hein, puisqu'on est dans la moyenne jaune. Et finalement, au fur et à mesure du calage, on a amélioré les émissions de méthane. Et donc, on voit bien que quelqu'un qui démarrait dans le rouge, eh bien, il pourrait se retrouver très, très bas ici. Donc, on peut calculer la différence des émissions à la rumination. Donc ça, c'est intéressant dans le contexte de lutte contre les effets de serre, hein, parce que on est allé de surprise en surprise en travaillant sur cette thématique-là. Alors, je vous fais pas trop peur, mais tous les maïs soja, ils sont dans le rouge ici, hein, vous inquiétez pas. Hein, il y a aucune capacité à réduire les émissions de méthane de la rumination par des rations maïs correcteurs, hein. C'est voilà, c'est peine perdue, hein, on va bricoler, mais on n'y arrivera pas et on se rend compte que les rations avec des fourrages verts, elles ont des très, très gros potentiels. Autre débat qu'on mesure, mais ça on l'a avec les analyses de lait classiques, bah, c'était la production laitière par vache. On se rend compte qu'en une année, on est passé de 24 kilos quasi au début de l'année, à 1 an plus tard, donc c'était en octobre, ben voilà, on est passé à 29-30 litres et en fait, ça s'appelle de l'optimisation de la ration. Alors, la ration n'a pas beaucoup changé. Ce qu'on lui change, c'est, peut-être, 1 kilo d'herbe en plus, 1 kilo de maïs en silage en moins. En fait, c'est de l'optimisation de la ration qui marche bien et l'autre grande surprise de la ration, c'était que les taux d'urée, en fait, deviennent très, très bas et on se rend compte que 300 milligrammes d'urée par litre de lait, c'est trop et en fait, les bons niveaux seraient plutôt autour de 200, voire, 130, c'est-à-dire quand vos rations produisent très peu de méthane ici, 135 milligrammes d'urée par litre de lait, eh bien, vous avez aussi, à la même période ici, très peu de méthane. En fait, globalement, les émissions de méthane, c'est une mauvaise valorisation des protéines dans le rumen, hein. Donc on pourrait commencer à faire tout un tas d'associations d'idées et ça vient du fait qu'on ne dépasse plus jamais les 15 de protéines ici dans les rations et on se rend compte qu'il y a très peu d'urée dans le lait, donc il y a très peu de déchets. Donc on a optimisé la valorisation, de l'azote dans le rumen. Donc ça, c'est des critères que les nutritionnistes ignorent parce qu'ils pensent que pour faire beaucoup de lait, il faut avoir beaucoup d'urée dans le lait. C'est-à-dire, la barre, c'est 300 milligrammes et c'est beaucoup, beaucoup trop. 300 milligrammes, c'est du gaspillage. Mais ils ne savent pas faire autrement que de travailler en gaspillant.
Donc, on voit ça et puis on peut aussi mesurer les TB et TP. Donc, on se rend compte que quand il y a pas trop de lait par vache, on fait beaucoup de TB, mais quand il y a beaucoup de lait par vache à 29 litres ici, on fait quand même encore beaucoup de TB. Donc, on voit bien qu'on a intérêt à optimiser et le TP, ben, il suit, hein. On est toujours, on est très élevé dans cette ferme-là. Donc, ça veut dire qu'on a une très, très bonne capacité à rationner. Donc ça, c'était, des résultats qui sont très, très favorables, en fait, à la santé de l'animal et à la santé du produit. C'est-à-dire, on se rend compte que, on va avoir des choses très intéressantes, c'est-à-dire les profils méthane. On pourrait avoir des profils nutritionnels avec cet engin-là. C'est-à-dire, on a des laits qui sont très riches en acides gras insaturés. Alors, je ne vous ai pas mis la diapo pour pas trop charger, mais globalement, on a des très, très jolis profils nutritionnels sur nos laits qui sont arrivés. Autre débat maintenant, on dit, ben, comme les profils et les résultats mesurés avec Bleu Blanc Cœur sont pas mauvais, est-ce qu'on peut aussi mesurer les résultats des pratiques agricoles des paysans? Donc, pour faire ça, on utilise un outil qui s'appelle Indiciad, que vous trouvez en cliquant sur ce mot-là, sur internet et qui se présente comme, un système d'enregistrement qui va vous donner des résultats. Ici, vous avez en fait la même ferme qui, en quelques années, a changé de pratique et qu'on peut, comparer la vieille pratique, en rouge avec la nouvelle en bleu, par exemple, hein. Et l'idée, c'est que quand vous êtes près du centre ici, vous êtes pas très bon. Quand vous êtes loin du centre, sur les bords, vous êtes très bon. Et l'idée de ça, de faire une analyse multicritère à partir des pratiques agricoles, c'est de dire, eh beh, tiens, il faudrait améliorer, je ne sais pas, tiens, ce poste-là et ce poste-là, si on l'amène vers le bord ici, il ne doit pas dégrader les autres paramètres qui sont déjà très bons, hein, et au contraire, essayer d'améliorer ceux qui traînent.